Donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté que je remplace Bernard, qui est évidemment très triste de ne pas être là aujourd'hui. Et j'espère qu'on va vous présenter quelque chose qui va vous plaire. Donc, mon exposé va parler en fait donc des lignées végétales, mais au sens large. Évidemment, les plantes terrestres, mais nous allons également aborder donc d'autres végétaux, les algues marines. Ah oui, non, c'est bon. Donc ici, j'ai représenté en fait l'arbre des eucaryotes, d'après des travaux de Sandy Baldoff. Et j'ai encerclé en fait les lignées végétales, c'est-à-dire les organismes photosynthétiques. Donc évidemment, vous connaissez les végétaux terrestres, mais il y a, disons, trois cousins plus ou moins éloignés des plantes qui sont les algues vertes, les algues rouges, et dans une lignée totalement différente, les algues brunes. Alors, tous ces organismes-là font la photosynthèse et donc contribuent à la fixation de carbone et à la libération d'oxygène. Ces organismes ont aussi un point commun intéressant, en fait, sont assez exceptionnels dans tout l'arbre des eucaryotes, c'est qu'ils font partie des 6 lignées qui ont développé une complexité multicellulaire. Donc, ce sont plantes, algues vertes, algues rouges, algues brunes, mais évidemment les animaux et les champignons. Donc, ce sont les seules lignées eucaryotiques à avoir fait cette évolution vers la complexité. Alors, si on revient pour l'apparition en fait des lignées végétales, on nous a parlé de l'apparition de la Terre à 4,6 milliards d'années. Donc, l'apparition de la photosynthèse, en fait, vient des cyanobactéries, des organismes prokaryotiques, et l'hypothèse... Oh, j'ai du mal là. L'hypothèse la plus probable, c'est donc autour des 1,5 milliard d'années, un protiste non photosynthétique a, entre guillemets, gobé une cyanobactérie, fait une endocytose, et a retenu ce micro-organisme qui a évolué pour devenir actuellement le plaste, le chloroplaste. De ce chloroplaste ancestral et de cet organisme hybride ancestral, en fait, a divergé deux lignées importantes. Donc, les algues vertes qui donneront aussi, dont vont diverger également les plantes terrestres, et les algues rouges. Et on a un deuxième phénomène de diversification qui a lieu autour de 1,3 milliard d'années, qui est l'endocytose par un protiste différent d'une microalgue rouge qui a donné en fait un plaste de type secondaire. Et donc ça donne toutes les lignées qui possèdent un plaste de type rouge, qui sont les algues brunes et d'autres microalgues de type aptophyte, cryptophyte, dinoflagellées étant une endosymbiose tertiaire. Donc voici pourquoi il y a une sorte de diversification en fait des végétaux et leur origine. Alors si on s'intéresse plus particulièrement évidemment aux plantes terrestres, l'histoire en fait démarre un peu plus tard, vers 475 millions d'années. Et donc les plantes terrestres divergent en fait d'une algue verte, du groupe des charophytes, algues vertes d'eau douce. Elles-mêmes ont sans doute divergé d'algues marines. Et donc, c'est ici l'émergence en fait, de ce phénomène assez essentiel qui a été d'abord la transition eau de mer eau douce, puis la transition eau douce vers le milieu terrestre. Donc, on trouve ici en fait les plantes les plus ancestrales, on va dire. Elles existent actuellement, on ne peut pas utiliser tout à fait ce terme, mais les moins développées, qui sont donc hépatiques, mousses, anthocérotes, qui sont non vasculaires. Vers 425 millions d'années divergent les plantes vasculaires. Donc les plantes vasculaires sans graines qui sont les lycophytes et les fougères. Puis vers 360 millions d'années apparaissent les plantes à graines qui se divisent en deux groupes, le groupe des gymnospermes, des conifères, et ensuite les plantes à fleurs, les angiospermes. Alors, tous ces aspects-là, en fait, je vous ai parlé déjà de multicellularité complexe,
Et en fait, mon exposé va être un peu orienté sur un aspect particulier de l'évolution des végétaux qui est lié en fait à la matrice extracellulaire et chez les végétaux, ce qu'on appelle la paroi végétale. Et donc la vie sans matrice extracellulaire, c'est quand on est une bactérie, une microalgue, on ressemble à ça. Si on a une matrice extracellulaire, voici ce qu'a donné la vie. Donc pour les animaux, les plantes terrestres ou les grandes algues brunes. Alors, donc, chez les animaux, on parle de matrice extracellulaire avec l'héparine, le tissu conjonctif, le collagène, etc. Chez les végétaux, on parle de parois plus rigides. Et voici en fait la diversité un peu des polysaccharides qui sont les composants principaux en fait des parois végétales dans les différentes lignées vertes, rouges et brunes. Alors tous ces organismes ont en commun d'avoir un polysaccharide cristallin qui est la cellulose, un polymère de glucose, qui est présent dans toutes les lignées. Les algues rouges sont un peu plus diverses. Elles peuvent, dans certaines espèces, remplacer la cellulose cristalline par d'autres polymères cristallins, les mananes, les xylanes. Ensuite, il y a tout le groupe des hémicelluloses qui regroupe en fait de très nombreux polysaccharides de structures chimiques très différentes, les xylanes, les xyloglucanes, les mananes. Donc, il y a une grande diversité. Bien sûr, on connaît très très bien ceux des plantes terrestres, un peu moins ceux des algues, même si on commence à avoir plus de données. Et on verra ici quelques exemples en fait, d'hémicelluloses qui ont la particularité d'être sulfatées, et je vais revenir sur ce point-là. L'autre grand groupe de polysaccharides matriciels, ce sont des polysaccharides uroniques avec des acides uroniques. Donc ce sont évidemment les pectines chez les plantes terrestres, la pectine qui vous permet de faire des confitures. Mais chez les autres types d'algues, chez les chlorophytes, on a des ulvanes qui sont à la fois uroniques et sulfatées, et chez les algues brunes, des alginates. Et enfin, un point vraiment essentiel à mon exposé, c'est la présence en fait de polysaccharides sulfatés chez les macroalgues marines, que ce soit les vertes avec les ulvanes. Chez les algues rouges, ce sont les carragénanes, les porphyranes, et ce qui est sans doute le plus connu, les agares. Tous ces polymères étant utilisés dans l'agroalimentaire comme pour leurs propriétés jolifiantes. Et les homofucanes sulfatées chez les algues brunes. Et on constate effectivement que chez les algues d'eau douce et les plantes terrestres, il n'y a absolument pas de polysaccharides sulfatés. Alors il est à noter que par contre chez les animaux, dans la matrice extracellulaire, vous avez des polysaccharides sulfatés qui sont bien connus, comme l'héparine, la chondroïtine sulfate, dermatane sulfate, etc. Et donc on va voir un point commun. Alors, voici un schéma, un modèle qui date déjà de 15 ans, mais qui est à peu près encore valable, sur à quoi ressemble une paroi de plantes terrestres. Donc, en fait, le composant vraiment essentiel, ce sont les microfibrilles de cellulose qui sont semi-cristallines, qui forment un réseau avec les xyloglucanes, donc un autre polymère de glucose ramifié avec des groupements xylose, et qui font des liens entre les microfibrilles de cellulose. Tout ceci est pris également dans un autre réseau qui est le réseau des pectines, polysaccharides anioniques qui vont être coordonnés en fait par des calciums. Et un composant minoritaire en quantité mais essentiel en termes de propriétés fonctionnelles et biologiques, ce sont des protéines de structure, et en particulier les expansines ou les arabinogalactanes protéines. Alors plus récemment, Bernard a contribué fortement à ce modèle. En fait, nous avons pu proposer un modèle de la paroi des algues brunes. Donc, on retrouve des choses communes qui sont les poutres en fait de cellulose cristalline. Mais par contre, les autres composants de la paroi sont vraiment très différents. Donc, vous avez certaines hémicelluloses encore relativement mal connues. Les fucanes sulfatées jouent un peu le rôle des xyloglucanes, connectant en fait les fibres de cellulose entre elles. Et vous avez également, à la place du rôle, par analogie un peu aux pectines, vous avez en fait les alginates qui également cross-linkent coordonnent des ions calcium et rigidifient en fait, donnent à la fois une très forte force mécanique à la paroi d'une algue brune, tout en étant beaucoup plus flexible qu'une paroi terrestre. Et il y a d'autres composés comme des polyphénols ou une forte concentration en iode. Et quelques protéines de paroi aussi.
Donc là, c'était pour vous donner un peu une introduction aux végétaux. Évidemment, à partir des années 2000, on a connu en biologie végétale une grande révolution grâce à la génomique, à la capacité de séquencer en fait des génomes complets d'êtres vivants. Et donc, pour toute la biologie végétale, ce qui est évidemment emblématique, c'est le séquençage en 2000 de la plante modèle Arabidopsis thaliana, dont le Génoscope a contribué au séquençage. Donc c'est une plante qui a 135 mégabases paires pour à peu près 28 000 gènes. Alors plus récemment, toujours le Génoscope, en collaboration avec notre institut, la station biologique de Roscoff, on a séquencé en fait les premiers génomes de macroalgues brunes avec Ectocarpus siliculosus, avec à peu près 16 000 gènes, et quelques années plus tard, le premier génome d'une macroalgue rouge, Chondrus crispus. Alors, quand on a accès à un génome, on peut vraiment faire un peu le catalogue en fait, des gènes d'intérêt. Et donc là, c'est une comparaison en fait, entre les gènes importants du métabolisme des sucres chez Arabidopsis, Ectocarpus et Chondrus. La partie sur Arabidopsis est réalisée des travaux de Bernard Henrissa, qui est spécialiste aussi du domaine. Et donc il y a deux grandes classes de protéines essentielles au métabolisme des sucres. Ce sont les glycosyltransférases qui font les liaisons entre les sucres et les glycosides hydrolases qui clivent ces liaisons. Donc d'un côté biosynthèse, de l'autre côté recyclage ou dégradation de ces sucres. Ce que l'on constate, c'est qu'on a à peu près 10 fois plus de GH et 5 fois plus de glycosyltransférases chez les plantes terrestres que chez les algues. Alors si on s'intéresse en termes de nombre de familles, l'écart se rétrécit avec à peu près 2-3 fois plus de GH et à peu près des nombres équivalents de glycosyltransférases. Et en fait, la raison de cette très grande différence entre les macroalgues et les plantes terrestres, ce sont le fait que les plantes terrestres ont de grandes familles multigéniques, une grande expansion de gènes pour donc des copies légèrement différentes de gènes équivalents. Et donc, par exemple, il y a 69 glycosides hydrolases de la famille 28 qui sont les pectinases. Et donc, il y a une explosion du nombre de pectinases chez Arabidopsis. Donc, en fait, la conclusion, c'est que les algues rouges et brunes ont moins de redondance fonctionnelle, mais un nombre plus petit en fait, de gènes essentiels. Par contre, on a pu constater aussi qu'on a des familles de gènes qui sont absentes des plantes, mais qu'on retrouve chez les macroalgues rouges ou brunes, mais qui sont conservées avec d'autres types d'organismes, des bactéries, des champignons et, on verra, des animaux. Donc, des conservations légèrement différentes. Donc, quelques faits marquants tirés du génome d'Ectocarpus, donc l'algue brune. Donc il y a un point, en s'intéressant aux macroalgues, on s'intéresse à leur biologie en elle-même, mais ça nous dit aussi également des choses sur l'évolution des plantes terrestres. Donc là, c'est le cas, par exemple, c'est le cas des bêta-1,3 glucanes, connus communément en biologie végétale terrestre comme la callose, qui forment les cales lors des blessures en fait, chez un arbre, par exemple. Et ce sont des polymères qui sont synthétisés par une famille de gènes, les GT48, les bêta-1,3 glucane synthase. Donc là, c'est ce qu'on appelle une phylogénie de gènes, de protéines de cette famille-là. Et ce que l'on voit, c'est que les bêta-1,3 glucane synthase de plantes terrestres, d'algues brunes et des organismes qui leur sont proches et des champignons, en fait, forment des clades différentes, des familles différentes. Ce qui indique qu'il y a une congruence entre la phylogénie de ce gène et des eucaryotes. Donc, en fait, on a affaire à des gènes très uniques aux eucaryotes qui ne sont pas retrouvés chez les bactéries. Et c'est une voie eucaryotique ancestrale présente dans l'ancêtre commun des plantes, des algues brunes et des champignons. Donc là, c'est un groupe commun aux straménopiles qui contient également les diatomées et le phytophthora, par exemple les oomycètes qui sont le fameux mildiou qui est un pathogène de pommes de terre de la fameuse famine en Irlande, qui est en fait relié aux algues brunes.
Et donc, ils ont un polysaccharide de réserve basé sur le bêta-1,3-glucane. Et donc, nous pensons que c'est ces gènes qui sont responsables de ceci. Donc, ici, on a un clade unique aux zoomycètes qui correspondent au bêta-1,3-glucane de la paroi de ces organismes. Et là, on a aussi un petit clade unique, cette fois-ci, aux algues brunes. Donc, se poser la question, peut-être qu'il y a également de la calose chez les algues brunes. Donc c'est ce que nous avons vérifié avec une collègue. Donc ce sont des filaments de l'algue brune Ectocarpus colorés avec un colorant qu'on appelle le chalcofluor qui est spécifique de la cellulose. Et donc toutes les cellules sont marquées par ce composant puisqu'il y a de la cellulose dans toutes les cellules. Mais nous avons aussi une petite protéine spécifique des bêta-1,3-glucanes que nous pouvons marquer en fait avec qui est reconnu par un anticorps fluorescent, et nous avons pu montrer qu'en fait la calose se trouve dans les organes sexuels des algues brunes, d'Ectocarpus, et donc la calose qui est un peu moins cristalline que la cellulose pourrait avoir un rôle important dans le développement ou le relâchement des gamètes chez les algues brunes. Autre point intéressant, donc, c'est le métabolisme des fucanes sulfatés, donc relativement mal connu, mais nous avons pu en fait retracer en fait les voies de synthèse qui donnent le précurseur GDP-fucose. Ensuite, identifier des candidats pour la synthèse de la chaîne de fucane, et surtout, nous avons détecté 10 gènes de sulfotransférase spécifiques des sucres, donc des carbohydrates sulfotransférase. Alors, tous ces gènes dont je vous ai parlé, en fait, ils sont très similaires des enzymes équivalentes chez les animaux. Quand les gènes sont présents chez les plantes terrestres, ils sont relativement distants des algues brunes. Et on verra que la partie sulfatée est en fait absente des plantes. Et donc, en fait, ce sont des voies ancestrales présentes chez les algues brunes, mais conservées avec les animaux. Et donc, en fait, chez les plantes terrestres et les plantes d'eau douce, dans tous les génomes disponibles, il n'y a pas de carbohydrates sulfotransférase ni de sulfatase dans ces génomes. Et donc, on a une perte totale du métabolisme des polysaccharides sulfatés chez les plantes terrestres. Et donc, nous pensons que c'est relié en fait au phénomène de terrestrialisation. Et ça pourrait s'expliquer, en fait, on nous a parlé que l'eau de mer était salée. Eh bien, effectivement, c'est le cas pour différents types d'ions. Dans le cas du sulfate, nous avons 28 millimolaires de sulfate dans l'eau de mer, alors que dans les eaux douces et les eaux interstitielles des sols, ce sont des quantités beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0,09 millimolaires, ou dans les eaux les plus acides, autour de 1 millimolaire. Donc en fait, c'est une contrainte physico-chimique très importante qu'ont dû subir les plantes divergents d'algues marines puis d'algues d'eau douce, de conserver en fait des polysaccharides sulfatés dans leurs parois. Et donc nous pensons que ces gènes ont été perdus pour cette raison et ont évolué vers un autre type de paroi végétale. Alors très rapidement, un point sur l'alginate, qui est le polymère majeur en fait des algues brunes. L'alginate, en fait, c'est un polymère qu'on retrouve en fait chez des bactéries comme Pseudomonas aeruginosa, comme exopolysaccharides. Donc la voie complète de biosynthèse est connue chez Pseudomonas. Et ce que nous avons vu, c'est que certaines des enzymes de la bactérie sont absentes en fait des algues brunes. Donc on a deux types d'homologues pour ces enzymes-là, GDP-mannose déshydrogénase et mannuronane 5 épimérase. Par contre, pour les premières étapes, j'ai pu trouver en fait des enzymes conservées chez les autres types d'eucaryotes, les plantes terrestres, les champignons, les animaux. Et donc, en fait, on a une sorte de voie chimérique de biosynthèse où certaines les premières enzymes sont eucaryotiques, mais par contre, si on regarde l'enzyme clé qui est la GDP-mannose qui fait le GDP-mannuronique acide, en fait, on retrouve plusieurs homologues chez Ectocarpus. Dans le groupe d'en haut, vous avez en fait les UDP glucose déshydrogénase qui sont homologues des GDP mannose déshydrogénase. Les UDP glucose déshydrogénase en fait viennent, on a à la racine les cyanobactéries, les algues rouges, plantes et algues brunes. Et donc en fait, ça indique que ces enzymes viennent du plaste rouge, du rhodobionte chez les algues brunes. Par contre, pour la GDP mannose déshydrogénase, vous n'avez que des bactéries ici.
le groupe ici des algues brunes raciné en fait par un gène d'actinobactérie. Et donc en fait, ce gène chez les algues brunes provient d'un transfert de gène latéral à partir d'une actinobactérie ancestrale. Si on prend les enzymes terminales de la biosynthèse des alginates, les manuronanes C5 épimérases, le cas est encore plus clair. Vous n'avez que des gènes d'algues brunes et des gènes bactériens, et de nouveau, une séquence d'actinobactéries qui racine le groupe des algues brunes. Donc de nouveau, c'est le même phénomène de transfert de gènes d'actinobactéries. Donc en fait, c'est une voie hybride, eucaryotique pour les étapes initiales, et ensuite les voies spécifiques de l'alginate sont d'origine bactérienne. Alors, pour conclure cette partie, donc bêta-1,3-glucane et fucane sulfaté sont des métabolismes ancestraux, conservés soit avec les plantes, soit avec les animaux. Cellulose, on discutera plus tard. Et il y a eu un événement majeur de transfert de gènes avec une actinobactérie ancestrale qui a apporté les alginates, mais je n'ai pas mentionné également d'autres composés comme le mannitol et certaines hémicelluloses. Et ces transferts bactériens, en fait, ont eu un énorme impact sur l'évolution de la multicellularité chez les algues brunes, puisqu'ils apportent, en fait, certains des composés majeurs, en fait, de la paroi. Alors, quelques faits sur l'algue rouge. Donc, sans rentrer dans les détails, le polymère majeur, par exemple, de Chondrus crispus, ce sont les carragénanes, des polymères de galactose sulfatée. Et donc, c'est une voie encore assez mal connue, mais les étapes finales sont connues, avec une enzyme très spéciale qui est les galactose 6-sulfurylases, qui vont générer les propriétés en fait, gélifiantes de ces polymères. Alors, le génome, nous avons pu identifier 12 galactose 6-sulfurylases, et c'est une des rares familles multigéniques du génome de Chondrus, qui est relativement simple, puisqu'il y a très peu, chaque fonction est souvent portée par une ou deux enzymes, gènes. Nous avons pu trouver des glycosyltransférases homologues des enzymes en fait, de synthèse des glycosaminoglycanes des animaux. Une GT7 qui est un homologue de chondroïtine sulfate galactosyltransférase et des GT47 et 64 qui sont des enzymes liées à la synthèse de l'héparane. Et enfin, comme dans le cas des algues brunes, nous avons retrouvé des carbohydrates transférases qui sont conservés avec les algues brunes et les animaux, et donc probablement impliqués dans la biosynthèse des carragénanes. Donc ce deuxième génome d'algues rouges avait confirmé en fait l'importance de la biosynthèse des polysaccarides sulfatés dans les animaux marins et les végétaux marins, et voies qui ont été perdues lors de la conquête du milieu terrestre par les plantes. Alors un point important, c'est sur la cellulose. Donc ce n'est que très récemment, en fait, en 2012, qu'a été résolue la première structure tridimensionnelle d'une cellulose synthase, des protéines membranaires. Et en fait, ce sont une cellulose synthase bactérienne qui est l'origine de la cellulose. Alors, dans la littérature, dans les années 2000, grâce au premier justement séquençage de plantes et de bactéries, avait été proposée l'hypothèse que les cellulosynthèses des plantes viendraient en fait des cyanobactéries au cours de l'endosymbiose primaire qu'a donné le plast. Donc ça, c'était l'hypothèse en vigueur. Grâce au nombre de nouveaux génomes de plantes et également à nos génomes d'algues rouges, j'ai pu réévaluer en fait cette question. Et donc vous avez un arbre phylogénétique des cellulosynthèses chez les végétaux et bactéries. Ce que l'on voit en fait, c'est que la première chose qu'on voit, c'est que les séquences de cyanobactéries ne peuvent pas se distinguer des autres séquences de bactéries hétérotrophes, etc., comme Escherichia coli ou d'autres bactéries. Donc c'est extrêmement difficile déjà de faire le tri entre cyanobactéries versus d'autres types de bactéries. Ce que l'on voit, c'est que dans ce groupe ici, vous avez en fait les cellulosynthèses de plantes, puis tout ce qu'on appelle les cellulosynthèses-like, qui sont des duplications des gènes de cellulosynthèse qui se sont diversifiés et qui donnent ensuite des enzymes pour la synthèse des hémicelluloses, xyloglucane, mannane, etc. Ce que l'on voit, c'est que les cellulosynthèses de plantes dérivent d'une seule et unique cellulosynthèse qu'on trouve chez les charophytes, leur ancêtre algues vertes. Par contre, le groupe des algues rouges est totalement différent. C'est un groupe frère du groupe des cellulosynthèses de homicètes. Bon, c'est à peu près logique, puisque les homicètes, leurs ancêtres ont eu un plast d'algues rouges.
Mais ce qu'on voit, c'est que ces deux groupes sont totalement différents, et surtout que les cellulosynthèses d'algues rouges sont ramifiées par celles, racinées par celles des amibes. Car certaines amibes en fait, produisent de la cellulose dans leur cycle de vie. Enfin, le clade des algues brunes forme un clade complètement indépendant, et je vais pas détailler cette partie-là. Donc en fait, cette phylogénie réfute en fait l'origine cyanobactérienne des cellulosynthèses de plantes et d'Archaeplastida en général. Les cellulosynthèses de plantes et d'algues rouges ont une origine différente. Puisque celles d'algues rouges sont reliées à celles des amibes, en fait, les amibes, ce sont des proches parents des animaux et qui n'ont jamais connu aucune endosymbiose primaire qui ont donné un plast. Et donc, ça veut dire que les algues rouges ont acquis une cellulosynthèse bactérienne avant l'endosymbiose primaire. Autre point là-dessus, très rapide, les algues rouges, donc dans le génome de Chondrus, il y a des cellulases, GH5 et GH45, et en fait, elles sont conservées avec certains champignons. De nouveau, on a cette même réflexion, les champignons n'ont pas connu l'endosymbiose primaire du plast, donc ce sont des cellulases eucaryotiques ancestrales qui précèdent l'endosymbiose primaire, et donc l'acquisition de la cellulose par les végétaux verts et rouges. Et donc, la fonction que nous avons proposée, c'est que la fonction initiale des cellulases qu'on trouve dans les génomes d'algues rouges était pour l'hydrolyse de cellulose bactérienne. Donc, on arrive en fait à une proposition de modèle où l'ancêtre commun des Plantae, donc à l'eau rouge, verte, plantes, aurait été un protiste se nourrissant en fait de bactéries produisant de la cellulose. Donc, ce type de protiste aurait endocité des cyanobactéries, donnant le futur plast, mais également des bactéries hétérotrophes produisant de la cellulose. Et grâce à ces cellulases GH6, GH45, tout simplement digèrent en fait de la cellulose. Ce que je décris, en fait, ça existe actuellement. C'est le cas des amibes actuelles qui digèrent en fait des bactéries par endocytose et donc sont régulièrement exposées à des transferts de gènes de divers types de bactéries. Et c'est comme ceci que les amibes de type Dixocilium ont acquis la biosynthèse en fait, de la cellulose par transfert de gènes bactériens. Alors pour finir sur la partie quand même des plantes terrestres, donc quelques faits marquants, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses sur l'évolution des plantes que je ne vais pas du tout détailler, mais je vais revenir sur ce voyage de la mer à la mer, comme je vais vous décrire. Donc, un événement essentiel, donc, ça a été la terrestrialisation pour les plantes. Donc, leur ancêtre devait être donc une algue verte d'eau douce. Et donc, passer au milieu terrestre a impliqué de nombreux changements. L'apparition des racines, l'apparition des stomates, ce sont des petites cellules, enfin, ce sont des cellules spécialisées qui permettent les échanges gazeux avec l'atmosphère, la présence de cuticules d'origine lipidique en fait en surface des feuilles, les trachéides, donc les vaisseaux de transport en fait de la sève, et évidemment les fleurs. Alors, je ne vais pas détailler tous ces aspects-là. Avec Dominique Job, on a décidé de détailler que deux aspects. Tout d'abord, il y a eu un phénomène important au cours de la terrestrialisation. En fait, c'est une symbiose avec des champignons qui aurait lieu autour de 400 millions d'années, avec en fait certains fossiles indiquant la présence en fait de ce type d'endosymbiose. Alors, il faut savoir qu'en fait, je crois que c'est 80 ou 90% des plantes vivant actuellement sur Terre vivent en fait en symbiose avec des champignons, notamment en fait au niveau du système racinaire, qui augmente considérablement en fait la surface d'échange avec le sol et donc joue un rôle essentiel en fait dans la captation en fait des sels minéraux et de l'eau. En retour, les champignons récupèrent dans le deal en fait des sucres pour assurer leur survie. Donc, des travaux récents ont montré en fait que deux gènes clés en fait dans la symbiose plante-champignon, en fait, on les retrouve chez les algues vertes de type chlorophyte, les algues de type marine comme les ulves, et que chez les charophytes, donc les algues vertes d'eau douce, on retrouve ces gènes-là et donc déjà une bonne partie des gènes liés à l'endosymbiose. Et
voici en fait tous les gènes en fait, qu'on retrouve chez les plantes terrestres qui sont impliqués dans ces phénomènes. Et ces travaux en fait démontrent que les ancêtres des plantes étaient déjà en partie adaptés à interagir avec des champignons et que ça facilitait en fait cette étape de colonisation en fait du milieu terrestre. Alors l'autre chose qui est évidemment emblématique des plantes, ce sont évidemment les fleurs, et donc c'était quelque chose que Charles Darwin avait du mal à envisager. Comment d'un côté on avait des conifères, des gymnospermes qui sont des plantes sans fleurs, puis vous avez toute cette gigantesque diversité en fait de plantes à fleurs avec ces magnifiques fleurs. Alors des travaux justement par mon collègue Dominique Job a été en fait le séquençage d'une plante à fleurs très particulière qui est Amborella, une plante endémique de la Nouvelle-Calédonie. Voici ici la phylogénie en fait des plantes, donc qui partent des mousses, des fougères, des plantes, des conifères. Et donc Amborella, c'est une plante à fleurs, mais on va qualifier de primitive, qui se trouve en fait vraiment à la racine de toutes les plantes à fleurs actuelles. Et donc les travaux de séquençage de ce génome ont permis d'identifier qu'il y a eu une duplication complète du génome, une duplication ancienne. Et on sait que chez les plantes, en fait, ces phénomènes de duplication de génome, en fait, sont suivis en fait de diversification des gènes dupliqués et acquisition en fait de nouvelles fonctions. Et donc, dans la partie dupliquée de ces génomes, justement, on retrouve de nombreux gènes impliqués dans des originalités des plantes à fleurs, qui sont donc les gènes liés au développement de la fleur, mais aussi des réserves nutritives, par exemple des graines. Alors, d'autres aspects où on va revenir sur Amborella, un peu plus à la dia suivante, c'est que donc je vous ai parlé par exemple des xyloglucanes qui font le lien entre les fibrilles de cellulose. Et donc on retrouve en fait dans toutes les plantes, plantes terrestres, les xyloglucanes, avec différents niveaux de complexité de décoration de la chaîne. Xylose, mais également galactose et fucose. Et en fait, on a trouvé des présences de xyloglucanes en fait, chez les charophytes d'eau douce. Et donc, c'était un polysaccharide déjà présent dans l'ancêtre algue verte. Les travaux sur Amborella ont montré que une classe spécifique en fait, de fucosyltransférases, les GT37, qui ajoutent un groupement fucose sur les xyloses qui eux-mêmes se trouvent sur la chaîne de glucanes. En fait, il y a plusieurs gènes de GT37 chez Amborella. Voici une phylogénie de ces gènes. Et en fait, on retrouve 2 copies de GT37 qui sont typiques en fait, des plantes sans fleurs, donc des gymnospermes, et une copie en fait, d'une GT37 spécifique des plantes à fleurs. Et donc, en fait, Amborella a les 2 caractéristiques. Donc, la conclusion principale sur Amborella, c'est qu'on a des caractéristiques moléculaires qu'on retrouve à la fois chez les plantes sans fleurs et les plantes à fleurs. Et donc l'apparition des angiospermes n'a pas été un événement brutal, mais plutôt un événement progressif au niveau moléculaire où, gène par gène, on va dire, on va acquérir une nouvelle spécialité, une nouvelle fonction. Voilà. Pour conclure, un travail très récent sur Zostera marina. Alors Zostera marina, c'est une plante, mais marine. C'est une plante à fleurs. On en trouve en Bretagne, on a l'équivalent en Méditerranée avec la Posidonie. Et donc c'est un travail qui a été coordonné par Janine Olsen de l'Université de Groningen, auquel j'ai participé ainsi que plusieurs collègues de la station. Donc de mon point de vue, un point clé qui m'a toujours fasciné chez ces organismes, c'est que Zoostera, dans sa paroi, il y a des polysaccharides sulfatés. Donc on revient sur mon dada. Donc les plantes à fleurs terrestres n'en ont plus. Zoostera, plante marine à fleurs, a de nouveau des polysaccharides sulfatés. L'autre point très intéressant, c'est que la pectine chez les plantes terrestres est très fortement méthylée, ce qui n'est pas du tout le cas en fait de Zoostera. Très faible méthylation, ce qui rend un caractère très anionique à la pectine de Zoostera. Et donc, ce qu'a révélé le génome, c'est que
les carbohydrates sulfotransférases classiques ont été définitivement perdus par les plantes. On ne les retrouve pas. Il n'y a pas de transfert venant des algues rouges ou des vertes. Il n'y a pas du tout ce type de gène. Par contre, il y a une classe d'aryl sulfotransférases qui aurait sans doute évolué pour redécouvrir chez les plantes la capacité en fait, à sulfater les sucres. Et côté pectine, en fait, on a par rapport aux monocotylédones terrestres, Zoostera et monocotylédones, il y a une expansion de la famille des pectines méthylestérases, j'ai fait une faute, estérases de la famille CE8, qui explique en fait l'augmentation du caractère anionique en fait des pectines. Et juste pour conclure, donc c'est un peu le résumé en fait des différentes adaptations en fait de Zoostera au milieu marin, c'est que en plus des aspects sur la paroi, il y a une expansion en fait des complexes de collecte de la lumière avec à la fois des pertes pour certains phénomènes liés aux UV, mais une optimisation aussi de certaines de ces phénomènes de captation, parce qu'en milieu marin, évidemment, vous avez la lumière est filtrée par les couches de l'eau, et donc ce ne sont pas les mêmes longueurs d'onde qui sont captées en fait par la plante. Donc on a également aussi une perte totale en fait des stomates. Bon, ça c'était une adaptation au milieu terrestre permettant l'échange gazeux avec l'atmosphère. Et bien en fait il n'y a pas de stomates chez Zoostera et tous les gènes ont disparu. Voilà. Et il y a d'autres aspects. Je crois qu'il vaut mieux que je conclue. Donc je tiens à remercier évidemment Bernard Clorec et Dominique Job pour m'avoir aidé pour cet exposé. Mon collègue Marc Koch qui a coordonné le projet Ectocarpus, Jonas Collen et Catherine Boyen pour le projet Chondrus et Janine Olsen pour le projet Zoostera. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. J'ai une question. Les histoires mouvementées. Il faut appuyer. Voilà. Les histoires mouvementées des plantes et des algues sont-elles la conséquence de contraintes ou bien d'opportunisme suivi de contraintes dans leur multiplicité? Comment vous discutez ces deux hypothèses dans le schéma final? Je pense exactement les deux. Je pense qu'effectivement, ce sont des organismes qui ont dû s'adapter en fait à des milieux changeants. Par exemple, si on prend nos grandes algues, elles vivent dans la zone de balancement des marées, donc à la fois elles sont dans le milieu marin, et puis de l'autre partie de la journée, elles sont en milieu terrestre, on va dire. Après, oui, des opportunités. Je pense que dans le retour vers le milieu marin pour une plante à fleurs, c'est vrai que c'est pas, tout à fait. Ça pourrait ne pas être logique, mais ce sont visiblement en fait des opportunités, des niches qui sont prises par ces organismes. Un point, par exemple, sur le génome de Zoostera, ils ont perdu pas mal de gènes liés en fait à la défense classique des plantes terrestres contre les insectes. En milieu marin, ils échappent finalement à la prédation par des pathogènes de type insectes. Et si je dis que l'opportunité arrive avant l'adaptation, qu'est-ce que vous me répondez? Je pense que l'opportunité arrive avant l'adaptation parce que il y a justement ils sont pas toujours préadaptés en fait à ces changements. Oui. Peut-être que vous pouvez discuter ça plus tard. Oui, bien sûr. Il y avait une question. On ne peut pas prendre beaucoup de questions. Oui, j'étais long. Alors, Christian. deux questions très simples que j'aimerais poser aux brillants conférenciers. Puisque l'origine de la vie, l'origine de la vie est de la mer, l'eau est l'origine de la vie. Comment expliquer les plantes terrestres? On comprend très bien les plantes aquatiques, mais les plantes terrestres, on comprend. Comment ont-elles pu sortir de la mer pour s'implanter sur la Terre? Deuxième question, comment se reproduisent les plantes sans fleurs? Alors la partie de terrestrialisation, je pense que j'en ai longuement parlé.
Sur la partie conifère, on sait que les organes sexuels, ce sont justement ces cônes. J'ai des vagues souvenirs de mes cours de biologie végétale, mais Dominique pourrait peut-être intervenir. Mais bon, voilà, les organes reproducteurs, ce sont les cônes. Voilà. Peut-être que Christian Dumas a envie de répondre. Ah non, pas sur ça du tout. Hein. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut dater l'apparition de la multicellularité chez les algues? Et est-ce qu'il y a une concordance avec l'apparition de la multicellularité chez les lignées animales? Alors, c'est assez difficile. Là, je suis vraiment pas expert sur la datation. Je pense que ça va être exactement des approches qu'ont fait les collègues sur les plantes terrestres. Donc, essayer de trouver entre guillemets, les algues les plus primitives pour pouvoir dater l'apparition. Ce qu'on sait, que ce sont des phénomènes totalement indépendants. Dans chaque lignée, c'est une réapparition de la multicellularité. Et la fin de votre question, excusez-moi, par rapport aux animaux, on retrouve en fait certaines classes de gènes, comme des récepteurs protéines kinases, tout ça, qui ont joué des rôles similaires, en fait, aussi bien chez les végétaux que chez les animaux. Après, de là à dire que temporellement, c'est au même moment, ça, je ne vais pas m'y risquer. Merci. On va prendre la dernière question, si vous voulez bien. Oui, Claude Felon, je suis issu du milieu horticole. Je voudrais savoir s'il y a des applications agricoles, parce que vous savez qu'il faut réduire les produits phytopharmaceutiques, et je voudrais savoir s'il y a des recherches à ce niveau-là. C'est les autres activités de notre labo, effectivement. Si je prends juste le cas en fait, des algues brunes et donc de leurs polysaccharides de réserve, les laminarines, en fait, c'est des travaux historiques de notre labo et de Bernard Cloarec. Ce sont des immunostimulants en fait, pour les plantes terrestres. En fait, c'était utilisé comme amendement très longtemps, je dirais, en Bretagne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les bêta-1,3-glucanes d'algues, ce sont des sortes de mimes des bêta-1,3-glucanes des champignons. Et donc, les plantes terrestres, quand elles reçoivent la laminarine, elles ont l'impression d'être attaquées par un champignon. Et ça déclenche leur défense naturelle. Donc oui, il y a pas mal d'aspects applicatifs sur en agriculture. Oui. Merci.